Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, donc le mardi 19 avril, en plein dans les playoffs. Mais avant de parler playoffs, je vous rappelle une fois encore que le dernier numéro du MOOC Rivers, le MOOC numéro 9 spécial 2003, est en vente. Il est dispo sur Basket Session. Vous pouvez le commander, vous abonner. Voilà, 240 pages intégralement dédiées à cette année qui a fait basculer le basket dans l'ère moderne. Allez jeter un coup d'œil sur Basket Session. N'hésitez pas à le feuilleter si vous avez un ami ou quelqu'un qui l'a en sa possession ou directement à le commander. Je pense que vous ne serez pas déçus. C'est un opus dont on est particulièrement fiers. Mais voilà, donc qui dit mois d'avril dit playoff, un premier tour qui commence à fond la caisse. Et je suis rejoint par Shai Mamou et Antoine Pimel, mes deux coéquipiers de la team, pour parler un petit peu des premiers matchs et puis un petit peu des premiers enseignements, qu'est-ce qu'on a pu retenir de ces premières confrontations, qu'est-ce que ça laisse espérer pour la suite. Shai et Antoine, j'ai eu le sentiment que vous étiez sur le pont direct, en mode playoff aussi de votre côté. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu globalement avant qu'on revienne équipe par équipe de ces premiers matchs? Moi, déjà, ça m'a fait réaliser que j'étais heureux de travailler avec des gens qui étaient moins croqueurs que Donovan Mitchell. Euh, c'est quelque chose qui fait quand même plaisir, c'est appréciable au quotidien. Sinon, non, super début de playoff, des beaux matchs en fait, même dans des oppositions qui paraissaient déséquilibrées. Voilà, les scores sont assez serrés, ça joue, il y a du rythme. Voilà, je pense qu'on est parti pour un très très beau premier tour. Moi, j'ai des cernes, je vais plus chez le barbeur, mes cheveux, c'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est des signes que je dors pas beaucoup. Non, franchement, je me suis bien mis dedans. Ça commence bien. Je trouve que le niveau est bon, l'intensité, on part sur des très beaux playoffs là. Ouais, et puis ça commence avec des matchs vraiment intéressants. Même dans les victoires décisives, il y a quand même plein d'enseignements marquants. Et puis il y a eu des matchs aussi serrés. On va essayer de faire un balayage un petit peu de toutes les séries brièvement avant la plupart des matchs 2, parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries dans lesquelles deux matchs se sont déjà joués. Je vous propose qu'on commence par parler un petit peu de ce qui nous a marqué, nous, le plus de notre côté. C'est quand même ce début de playoff en fanfare de Golden State qui fait une très, très forte impression. On en parlait juste avant de prendre l'antenne, là, entre guillemets, entre nous. On se disait que la dernière fois qu'on avait fait un petit peu des previews de ces playoffs, ce qu'on attendait à l'Ouest, on attendait bien sûr Phoenix très fort. On les voyait même comme favoris pour rallier la finale. C'est ce qu'on s'était dit avec Shai. Et on avait mentionné quand même Golden State en disant, l'équipe qui pourrait peut-être faire dérailler les espoirs des Suns, c'est les Warriors. Mais c'était les Warriors si. Il y avait tout un tas de si finalement. Si Draymond Green arrive à défendre comme il le faisait en début de saison, si Stephen Curry revient bel et bien de sa blessure et qui retrouve des sensations, si Klay Thompson continue de performer, arrive à enchaîner les résultats, si Jordan Poole montre qu'il peut cartonner autant en playoff qu'en saison régulière, ça faisait beaucoup de choses. Et au bout du compte, du côté des Warriors, après deux matchs, on est plutôt satisfait, non? On n'avait pas évoqué le si Stephen Curry devient le meilleur sixième homme de l'histoire du basketball. Ça, on n'avait pas parlé, c'est vrai. On n'y avait pas pensé, mais ouais, c'est exactement ce dont on avait dit. Je suis assez content du démarrage des Warriors parce que très égoïstement, moi, je les avais mis finalistes au début de la saison et donc j'espérais qu'ils continueraient sur leur lancée. Il y a eu quelques obstacles, quelques blessures et les fameuses questions qu'on se posait là. Mais là, sur le début de la série, même si c'est face à une équipe de Denver qui n'est pas forcément au complet, hein, c'est Jokic et contre le reste du monde un petit peu, tous les paramètres qu'on a évoqués là, tout s'emboîte bien pour l'instant. Sans qu'il y ait le paramètre Curry, voilà, Curry sort du banc et il va tranquillement et tout le reste s'imbrique bien entre le Draymond défenseur mythique et Clay qui joue à son niveau, Jordan Poole qui confirme même presque encore plus que moi ce que je pensais, hein, je le trouve assez fascinant. Ouais, super satisfait moi du début des Warriors personnellement. Moi, je pense que cette équipe va aller très très loin. Je la vois même aller en finale. Je pense qu'on est en train de voir sous nos yeux le développement d'un. En fait, pour moi, vraiment l'évolution de Jordan Poole, elle est cruciale sur ce qui se passe là. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est un joueur qui prend énormément confiance. Un futur All-Star, j'ai quasiment aucun doute là-dessus. Et son changement de dimension met les Warriors sur une autre sphère, en fait. Parce que là, ils peuvent se permettre déjà, ils ont pu se permettre. Je pense très sincèrement que sans sa performance au Game 1, Stephen Curry commence le Game 2. Ouais. Et que là, Steve Kerr s'est dit, mais attends, en fait, ça marche très bien comme ça. Bon, bah tiens, allez, viens, repose-toi un coup en plus, ressort encore du banc.
ça ne va pas continuer. Stephen Curry va revenir sur le terrain. Par contre, ils se sont trouvés leurs 5 de fin de match. C'est-à-dire que là, Curry, Thompson avec Poole, Wiggins et Draymond Green, c'est leur nouveau def line-up. Et je pense que c'est beaucoup plus meurtrier que le tout premier def line-up. Pas celui avec Kevin Durant, parce qu'il ne faut pas délirer, mais je le trouve beaucoup plus fort Celui que avec le Harrison premier Barnes. def line-up avec Iguodala. Parce qu'en fait, et Harrison Barnes, Jordan Poole, c'est littéralement, en fait, ils ont un troisième Splash Brother. Ils ont trouvé le petit frère. Et à Wiggins, c'était le cousin très éloigné. Et là, ils ont le petit frère. Il fait la même chose. Il est très fort balle en main. Juste sur sa progression, en fait, il est tellement à l'aise balle en main que Curry peut se permettre de jouer sans le ballon. Et c'est injouable défensivement. C'est injouable. Cette équipe, je la vois vraiment aller très loin. Et tu parlais de def line-up et tu as mentionné Andrew Wiggins, mais bon, je propose quand même qu'on remette un peu de respect sur le nom d'Andrew Wiggins, parce que non, mais blague à part, c'est vraiment le type de joueur qui a eu finalement, les attentes étaient tellement énormes qu'il a fini par décevoir et qu'on en a oublié le joueur que c'est. Alors, est-ce qu'il méritait d'être titulaire du All-Star Game cette année? Je ne sais pas. En tout cas, les efforts défensifs qu'il fait et son impact défensif et sa justesse de jeu au bout du compte, parce qu'il a trouvé un registre dans lequel jouer. Et j'ai vraiment. Alors, c'est plus facile quand tu gagnes tes matchs, mais je trouve qu'il joue extrêmement juste au bout du compte dans cette équipe des Warriors et que c'est un complément idéal. Je Et pense que justement, en fait, non, pardon, vas-y, Serge. non, non, je disais juste que le fait de jouer avec des mecs comme Draymond Green et Curry, et qui est l'identité de jeu qu'il y a depuis des années, font que des mecs comme Wiggins, qui avaient un peu de mal à se trouver ailleurs, ça fait que là, ça fonctionne, justement. Ah ouais, mais carrément, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, justement, pour allez, je renchéris avec Poole. En fait, maintenant, Wiggins, de facto, c'est la quatrième option offensive des Warriors. Mm. Et t'imagines un joueur aussi talentueux que les Wiggins, s'il se retrouve à être le quatrième joueur surveillé, entre guillemets, donc en fait, la défense va jamais se porter son attention sur Andrew Wiggins. Et c'est un mec talentueux. Il faut vraiment pas l'oublier. C'est un jeune basketteur qui a énormément de technique, qui a du toucher, qui est capable de prendre feu sur un match, qui aurait pu être même vraie star dans cette ligue s'il avait d'autres circonstances et peut-être un autre mental, mais c'est un vrai bon joueur de basket et il se retrouve quatrième option offensive de cette équipe. C'est-à-dire que n'importe quel... Il marque 15 points, c'est du bonus. Et là, pour un gars comme lui, qui en plus du coup sera un peu moins exposé, son irrégularité va moins peser sur le jeu, c'est parfait en fait. Moins de pression. Cette équipe est vraiment très très armée, parce qu'on n'en parle pas, mais le banc, il est monstrueux aussi. Il y a vraiment des atouts partout dans cette équipe. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un joueur qui était considéré comme irrégulier en tant que star, mais cette année, c'est un des joueurs les plus réguliers de Golden State au bout du compte. Parce que, Ouais. comme tu disais, c'est pas l'option 1, c'est pas l'option 2. Et derrière, en fait, moi, je trouve toujours que je suis toujours impressionné quand des joueurs qui ont eu comment dire, qui ont eu ce statut de star, que ça soit justifié ou non, arrivent à se réinventer en étant avant tout des basketteurs. Ça, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son activité. Il va au rebond offensif, il défend fort sur l'homme, il vient dans les aides, etc. Il fait finalement tout le boulot de ce qu'on pourrait dire, de ce qui est un basketteur normal, mais ce qui est dans la NBA très hiérarchisé est le travail des joueurs de rotation, des joueurs de complément. Et c'est vrai que dans cette équipe des Warriors, c'est ça qui est sympa malgré tout, c'est qu'on sent qu'il y a eu une alchimie et que quand on voit effectivement Draymond Green faire tout ce sale boulot quelque part, et ben, je pense que ça donne aussi, ça motive aussi un peu les autres à en faire de même, du moins ceux qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour comprendre qu'ils ont beaucoup à gagner en étant dans ce mode de jeu. Et finalement, ce que j'adore dans cette équipe, moi, c'est le mouvement perpétuel. Le ballon bouge, les joueurs bougent en attaque, en défense, ça communique, ça joue. Ouais, c'est en osmose, c'est le terme qui me vient en fait. Quand cette équipe marche bien, on a vraiment l'impression de voir une espèce de, comment dire, De balai. une espèce de voilà, d'organisme qui bouge ces différents organes pour pouvoir mettre l'équipe adverse sous l'eau. Et là, les Warriors, ouais, ça commence fort, notamment en défense, défensivement. Parce que c'est ça aussi, j'ai un peu le sentiment qu'on a oublié que finalement, ce qu'a fait des Warriors, l'équipe dominatrice qu'on a connue, c'était avant tout leur défense. Et là, ce qu'ils sont en train de faire face aux Nuggets, plus précisément, et face à Jokic, c'est quand même super impressionnant. Ah, puis avec Draymond qui pilote ça, au final, il était parti, il avait fait un début de saison canon, on disait ça y est, il est revenu au niveau qu'on lui connaît, ça va être le défenseur de l'année, c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Enfin, on avait raison de souligner ces points-là. Malheureusement, après, il s'est blessé et il n'a pas tout de suite été hyper fort dès son retour. Là, c'est incroyable. Moi, je suis focus sur lui les trois quarts du temps
quand je regarde un match des Warriors, c'est exceptionnel. La façon dont il a géré Jokic et même tout, en fait. La façon dont il communique avec les autres, il pilote tout. On dirait qu'il joue à la PlayStation. Enfin, non, mais il faut juste le regarder, en fait. Donc, non seulement il parle tout le temps, comme le font les très, très bons joueurs et les très bons défenseurs, mais il pointe vraiment, il indique tout. C'est assez fou. On dirait qu'il est devant un écran et qu'il est en train de disséquer une séquence à la télé en pointant les mecs libres là où les types doivent switcher. Enfin, c'est incroyable. Et en plus, il a le côté emmerdeur, connard, qui arrive à dérouter un mec comme Jokic et à le faire sortir pour de fautes techniques. C'est parfait. S'il continue comme ça jusqu'à la fin, c'est fantastique pour les Warriors. Là, ils sont rentrés dans sa tête. Hein. Ouais, ça y est. Et ça commence avec Draymond. Et en plus, je pense qu'il y a un vrai travail collectif parce que Kevon Looney a aussi fait le boulot. Ouais. Et même les extérieurs comme Gary Payton Jr. ou Gary Payton 2, pardon. Au final, il y a toute une pression, tout un schéma, tout un système qui s'est mis pour couper Jokic. Même si Jokic a fait, entre guillemets, ses stats, alors qui sont en plus en dessous de ses standards, même s'il a mis ses points, il n'y a pas un moment où j'ai eu l'impression qu'il ait le même impact que d'habitude, tu vois. Je trouve qu'ils l'ont vraiment coupé Ouais. que ça doit contribuer beaucoup à frustrer Jokic Mais au-delà de la défense ouais. désagréable de Draymond Green. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as des équipes qui prennent le parti de dire on va laisser la star mettre ses 40 points, si on coupe les autres du scoring et du jeu, ça ira, quoi. Là, ils se disent bon, les autres sont pas. Ok, s'il y a un Will Barton ou autre qui va faire un carton, pourquoi pas, mais ils ont vraiment ciblé le fait de réduire l'impact de Jokic en tant que playmaker sur les passes décisives, là où il tourne quasiment à 10 passes en saison. Il fait 6 passes et 4 passes et encore, c'est poussif. Ils ont vraiment, ils limitent vraiment son registre et son expression. C'est intéressant, ça montre qu'ils sont en confiance avec ce qu'ils sont capables de faire en défense, au point de verrouiller celui qui va peut-être être 2 fois MVP s'il est élu, ou en tout cas le meilleur joueur de la Ligue cette année. C'est épatant. Mais cette équipe, elle est incroyablement bien construite au bout du compte, hein, parce que c'est vrai que même quand on voit des autoporteurs qui sortent du banc, et en fait, c'est des joueurs un mec comme autoporteur, il ne joue pas forcément beaucoup, surtout par rapport à ce qu'il jouait, tant de jeux qu'il pouvait avoir par le passé. Mais là aussi, c'est un joueur intelligent qui apporte des bonnes choses en fait tout de suite. Et en fait, quand on met bout à bout le nombre de joueurs dont disposent les Warriors et qui peuvent faire entrer sur le terrain sans avoir peur en fait, en se disant bon bah c'est un peu un risque ou tel joueur on sait qu'il va jouer que d'un côté du terrain, mais donc il faudra compenser de l'autre côté. Il n'y a pas vraiment ça. Tu as l'impression qu'il y a, du côté des Warriors, il y a des joueurs capables de prendre soit de prendre les bonnes décisions avec le ballon, soit qui savent exactement quel est leur rôle, comme tu parlais de Gary Payton, Antoine, où tu sais que voilà, qui joue 5 ou qui joue 20 minutes, il va t'apporter quasiment que du positif. Il va pas te pénaliser en fait de manière majeure. Et ça a vraiment pas de prix. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Warriors et les Suns ont tout pour sortir de l'Ouest. C'est sur cette longueur de banc et le nombre de joueurs de qualité en fait sur lesquels ils peuvent compter, soit pour jouer de longues minutes, mais parfois simplement pour rentrer, jouer 4 bonnes minutes et sortir, ce qui est aussi extrêmement dur, hein. C'est franchement pas un job facile de jouer joueur de rotation et de rentrer froid, jouer 4 minutes sans faire d'erreur en donnant en défense et en essayant de pas, enfin, et sans pénaliser le flow offensif et de ressortir. C'est vraiment un job qui est pas simple. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est super difficile. Et pareil, c'est vrai qu'on l'avait souligné en début de saison, le fait que c'est une équipe où il n'y a pas un joueur faible. Mais c'est ça, leur rotation, là, franchement, au moins 12 hommes. Iguodala ne joue pas. Hier soir, Toscano Anderson et Jonathan Kuminga ne jouent que 5 minutes chacun. Et pareil, ça, c'est des joueurs qui, sur un match, à un moment, peuvent faire la différence. C'est ça aussi que j'aime beaucoup chez Steve Kerr et chez les Warriors et même leur état d'esprit en tant que groupe. C'est que là, donc, Juan Toscano Anderson, il ne joue pas sur ce match-là, mais on sait qu'il y a un moment pendant les playoffs où il va caler un match où il met 15 points en ayant une grosse défense, en faisant 2 interceptions de suite, en réveillant la foule. Et il va avoir son moment. Jonathan Kuminga, même s'il est jeune, il va avoir son moment sur un match. On le sait déjà. Damian Lee, tous ces gars-là, il y a vraiment à n'importe quel moment des joueurs du banc qu'on n'attend pas qui peuvent faire la différence. Et c'est toujours du bonus aux côtés de joueurs comme Curry, comme Thompson, comme Wiggins ou comme Poole. Et Le tout ça, fait, sans même James Wiseman, n'importe quelle équipe qui a drafté un mec aussi haut compterait sur lui pour être un élément déterminant de son équipe. Et là, c'est fou, c'est qu'ils peuvent se passer complètement de faire jouer James Wiseman de toute la saison sans que ça les ralentisse de la moindre façon, quoi. ouais, le fait qu'ils soient en train de cocher toutes les cases sur les interrogations qu'on pouvait avoir sur eux fait qu'on en revient à ce qu'on disait en début de saison où on citait déjà Phoenix comme favori, surtout avec le démarrage.
Bah, c'est une équipe qui est c'est peut-être la seule qui est taillée pour leur poser vraiment des problèmes aux Suns, à armes égales en tout cas, avec les deux camps à 100%. C'est en train de ressembler à ça, à l'équipe qui peut empêcher Phoenix d'avancer sur leur boulevard, le boulevard qu'on leur imaginait. Là, ça se rééquilibre un peu, c'est pas plus mal pour le suspense. Si je peux oser une prédiction, après, c'est pas non plus la prédiction la plus osée du monde et c'est pas forcément le but de temps de comparer, mais je trouve que les Warriors, en fait, je les vois vraiment gagner cette série. Je pense qu'ils ont à la fois plus d'expérience, je pense qu'ils ont sincèrement plus de talent, même si c'est dur à comparer et c'est deux équipes très, très talentueuses, mais je pense qu'il y a plus de talent du côté des Warriors, si on parle vraiment de talent pur. Je dirais que leur rotation est au moins aussi profonde que celle des Suns. Euh, je rajouterais que Curry ne perd jamais contre. C'est vrai que j'étais là ce matin avec ça, mais Stephen Curry ne perd jamais contre Chris Paul. Et à un moment, juste, il ne perd pas contre Chris Paul. Et j'ai l'impression, après, voilà, comme d'hab, si vous avez déjà écouté nos podcasts, vous savez à quel point à chaque fois je sous-estime les Suns, mais j'ai l'impression que les Suns, ils sont trop scolaires par rapport aux Warriors et qu'il y a toujours un moment, les élèves très scolaires, ça marche jusqu'à un moment, mais c'est jamais eux qui ont la meilleure note, tu vois. On sent la référence personnelle, on sent l'expérience Mais oui, personnelle qui parle. ils sont toujours très bons toute l'année, mais le mec qui a vraiment la mention très bien au bac, c'est un génie, tu vois. C'est juste le génie. Et à un moment, le génie, ça paye. Et je pense que le génie, ça prend le dessus sur le scolaire. Alors, il y a aussi du génie aux Suns, mais une équipe avec Curry, Thompson, Poole, Draymond Green, je me dis, ces gars-là, s'il n'y a pas de blessure, ça va en finale, en fait. Je sais pas, moi, Chris Paul, il me fait peur. Hein. C'était ce qu'il fait l'autre jour sur la série, le quatrième carton, où il joue tout seul. Ah, mais Stephen Curry, c'est sa kryptonite. C'est sa kryptonite. Ces mecs-là, les Suns sont super clutch cette saison et ils ont montré qu'ils sont super solides. Après, là, je rentre vraiment dans l'hypothétique, mais j'ai envie de voir les Suns au moment où il va y avoir de nouveau un peu. Parce qu'on a vu qu'ils savent gérer l'adversité. Mais si vous vous souvenez aussi des dernières finales, une fois que ça s'écroule, ça s'écroule. Mm. Et moi, j'ai envie de voir les Suns quand d'un coup, ils vont se retrouver menés 3-2, en fait. De toute façon, Va... Vas-y, pardon. Non, j'allais dire ce qui n'arrivera pas avant qu'ils jouent les Warriors, de toute manière. Ils ne se retrouveront pas menés 3-2 par n'importe quelle équipe, à part éventuellement par Golden State. Et c'est là où j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que la pression va être tellement... Tu vois, qu'ils savent gérer la pression des moments clutch, de la saison régulière, de certains duels de playoff. Mais quand il y aura 3-2 en finale de conférence, alors que tout le monde dit qu'ils vont rouler sur la conférence Ouest depuis des semaines, c'est là où j'ai envie de voir. Et je fais plus confiance aux Warriors dans ces moments-là. Mais ça sera clairement la série que tout le monde veut voir parce qu'en fait, il y a au-delà du fait que ce sont deux équipes qui défendent très fort, de manière très intelligente et qui ont du talent offensif. Je trouve que ce qui fait la différence, tu as dit scolaire, je trouve ça. Alors, je trouve oui, pour la punchline, c'est fort, ça claque. Mais je trouve ça un peu dur pour les Suns pour le coup. Parce qu'autant je trouve que ça peut s'appliquer à certaines équipes, j'ai plutôt le sentiment que les Suns, ils sont plus, comment dire, plus appliqués que scolaires. Alors c'est peut-être jouer sur le coup, mais dans le sens où d'un côté, on a une équipe comme les Warriors, qui est peut-être dans les équipes fortes, celle qui va balancer le plus de ballons dans les tribunes à des moments parfois pas opportuns. Je veux dire, on connaît la proportion que cette équipe a à perdre des ballons. Et de l'autre côté, une équipe qui, pour le coup, maximise chacune des possessions, quoi. Donc, dans une fin de match folle, si tout roule pour les Warriors, bien sûr, je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'elle a plus de talent, cette équipe des Warriors, et que son plafond est peut-être plus haut que celui des Suns au bout du compte. Mais par contre, voilà, dans l'efficacité d'une fin de match serrée, les Suns, avec la force la rigueur en fait dont ils ont fait preuve depuis 2 ans maintenant, la montée en puissance de Devin Booker. Alors, on n'aurait pas pu en parler comme d'un MIP potentiel, mais pour moi, j'ai eu vraiment l'impression que cette année, il y avait eu un passage de cap et même un passage de leadership tacite. C'est une équipe qui n'a pas besoin, on n'a pas besoin de savoir de qui c'est l'équipe aux Suns comme aux Warriors, finalement. Même si c'est l'équipe de Stephen Curry, on n'a pas besoin de dire que c'est son équipe. Mais j'ai l'impression que Devin Booker a passé un cap quand même en termes de capacité à pouvoir tuer un match à un moment s'il y en a besoin. Donc, cet affrontement va vraiment être fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux affrontements que ces deux équipes ont eu en début de saison, avant les blessures de Draymond, Stephen Curry, etc., je trouvais aussi que les Warriors étaient au-dessus et Klay Thompson n'était pas encore revenu. Mais ce qu'ont démontré les Suns sur toute la suite de la saison, j'ai trouvé ça quand même très, très impressionnant. Non, clairement. Et je te rejoins totalement sur Devin Booker, par contre. C'est vrai que je suis
j'ai aussi le sentiment, c'est marrant parce que ça se lit pas dans les stats ou quoi, c'est vraiment dans l'attitude. J'ai l'impression que le fait d'avoir complètement décollé l'étiquette de joueur de stats et d'avoir été jusqu'en finale, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un déclic un peu. Alors, c'est différent, mais un peu comme Jero Holiday aux Bucks, tu vois, j'ai l'impression que c'est des joueurs maintenant. Alors, Holiday, il a eu une bague, pas Booker, mais il y a une décomplexion qui s'opère complète. Et avec un joueur aussi talentueux que Booker, c'est vrai que ça peut faire beaucoup de différence. Ouais. J'aurais jamais cru parler de Devin Booker comme leader d'une équipe scolaire et appliquée il y a quelques années quand il faisait ses cartons offensifs dans une équipe médiocre. Et là, il est dans un collectif très bien en place où il est réfléchi, où il fait rien de superflu et tout est en place chez lui techniquement. Voilà. Et En tout cas, ça sera vraiment passionnant à voir aussi du point de vue des stars, parce que comme on l'a souligné à plusieurs reprises, là, les Suns jouent vraiment d'une manière hyper atypique par rapport à toutes les autres équipes de la NBA. Et en même temps, je pense que les Warriors, de par leur coaching staff et aussi des joueurs dont ils disposent, c'est peut-être l'équipe qui est sur laquelle je parierais le plus pour dire qu'elle serait capable de modifier ses schémas défensifs pour s'adapter à cette équipe des Suns qui, pour rappel, vit avant tout par le mid-range, en fait, par la capacité à planter ses paniers à 2 points que plus personne ne défend vraiment dans la NBA moderne. Donc tout ça, ce sera vraiment passionnant à voir. Et tu parlais de Kuminga tout à l'heure, mais clairement, en fait, la force de Golden State, c'est que dans une série où il faut jouer un peu plus small ball, où tu as besoin d'un défenseur qui peut switcher plus vite, etc., c'est un mec qui peut sortir, jouer 10 minutes ou 15 minutes comment dire, hyper crucial dans une série de playoffs, comme à l'inverse, on pourrait dire que Phoenix peut se dire, bon, on a Torrey Craig et il ne nous sert pas grand-chose, mais par contre, dans une série, peut-être que il y a un match où ça sera le stopper qui nous permettra de passer une manche. Quoi. C'est ça qui est assez fou avec ces deux équipes, je trouve. J'espère que les autres équipes ne nous écoutent pas parce que là, on est en train de mettre la charrue avant les bœufs et de leur dire qu'elles n'ont aucune chance d'aller en. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que pour les Nuggets, là, en tout cas, ça me semble, Ah non, un peu mort. Et la, la technique l'expulsion de Jokic, tu sens aussi un peu la frustration de ce. Je me demandais, en fait, alors, c'est certainement pas ça qui s'est joué dans sa tête, mais le côté, est-ce que j'ai vraiment encore envie de rester sur le terrain alors que c'est mort? De toute façon, j'ai pas assez d'aide pour pouvoir faire quoi que ce soit. Vas-y, je retourne au vestiaire, quoi. Il se voit des gens en Serbie, là. Il y a Ouais. des vacances à aller chercher. Mais ouais, c'est triste pour les Nuggets. Ils peuvent pas faire. Ils ont pas, ils ont pas leur vraie équipe à disposition. Mais par contre, ouais, c'est vrai, Shai, là, à l'Ouest, enfin, quand tu regardes au-delà de ces deux équipes, on est quand même, il y a un drop en termes de niveau qui est assez marquant quand même. Ouais, Euh, ouais. je vous propose qu'on. Vas-y, Charlie, Non, pardon. mais c'est vrai que même Memphis, dont on va peut-être parler après, qui est deuxième, oui, on a vu sur le premier match que c'était pas encore. C'est pas du même acabit, t'as raison. Eh ben, je vous propose qu'on peut balayer un petit peu les autres confrontations de la conférence Ouest. On parlait de Phoenix, on peut peut-être parler très brièvement. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, ils ont gagné donc le Game 1 face à New Orleans sans être trop accroché ou trop inquiété, avec une performance un peu incroyable de Chris Paul. Shai, tu veux peut-être en parler un petit peu? Je crois que c'est toi qui as fait le papier sur Basket Session, si je ne me trompe Ah, pas, sur cette performance. enfin, depuis le début de la saison, on est épaté par ce que fait Chris Paul. À un moment, on en parlait même comme peut-être d'un théorique MVP sur le côté impact sur les matchs, la façon dont il prend les quatrièmes cartons en main. Là, on a eu la démonstration de façon la plus éclatante qui soit, où il met 17 points de suite, il met 19 de ses 30 points dans le dernier carton, sans donner l'impression de forcer, en donnant juste l'impression de savoir ce que va faire le mec en face et du coup de faire exactement le move qui va faire en sorte qu'il va avoir accès au panier. C'était terrifiant en étant à la fois hyper facile et décontracté. Donc, bon, ce sont que les Pelicans, mais ils sont quand même, franchement, je trouve, battus avec leurs armes et sans un Ingram à droite. Donc, c'est qu'ils ont une petite marge de progression aussi. Antoine en parlait dans son papier sur les facteurs X des playoffs sur les séries en cours. Là. Les Pelicans, je trouve, en fait, on parle beaucoup de Phoenix parce que c'est les favoris pour le titre, mais ce qu'ont montré les Pelicans sur ce premier match et ces dernières semaines me fait aussi dire qu'on peut être très très positif avec eux pour l'année à venir et la suite si ça se goupille bien, alors que c'était pas du tout le cas il n'y a pas si longtemps. On était un peu inquiet pour eux. Donc sur cette série-là, ouais, Chris Paul phénoménal, juste phénoménal. Ouais, du coup, c'est intéressant ce que tu dis des Pélicans, parce que c'est vrai qu'on les avait complètement. On ne va pas revenir là-dessus, mais
on les avait bien enterrés au moment de la trade deadline, avec les embrouilles, enfin les problèmes avec Zion en interne, etc. Au bout du compte, je trouve qu'ils finissent là. Bon, je pense pas qu'ils passeront au Phoenix, hein, on est tous d'accord pour dire ça, mais qu'ils finissent quand même plutôt pas si mal que ça l'année, avec des signes effectivement plus encourageants que je n'aurais pensé au moment notamment de la deadline pour l'année prochaine, sachant que le principal objectif pour eux, c'est que Zion signe son extension de contrat et reste à New Orleans. Et si ça devait être le cas et qu'ils pouvaient effectivement faire autre chose, enfin plus que simplement taper des 360, des dunks 3-6 sans opposition pour montrer qu'il est toujours en vie et qu'il est toujours à New Orleans. Bref, s'il peut rejouer l'an prochain, il y a des signes quand même qui sont encourageants pour les Pélicans l'an prochain. J'aurais pas cru que je dirais ça à la fin de la saison, quoi. Parce qu'il y a il y a des paramètres qui ont fait que là, l'émergence de Herb Jones, qui est un super défenseur, CJ McCollum qui s'est intégré tout de suite, Ingram qui a le potentiel qu'on lui connaît, ouais, c'est intéressant. Je sais pas, moi j'ai peur que là vous êtes reparti pour vous remanger la même désillusion. Je suis pas du tout aussi optimiste que vous. Je pense qu'après c'est tout à leur honneur d'avoir joué le coup, mais ils profitent aussi vachement en fait du fait que les Lakers sont complètement craqués, que les Blazers ont auto-sabordé leur fin de saison. Je pense que même au retour de Zion, enfin après ça sera forcément positif le retour de Zion, mais il y aura toujours ce questionnement avec Ingram, même si je pense qu'ils peuvent jouer ensemble, mais il y aura toujours cette histoire dans le management, il y aura toujours cette histoire de GM, toujours cette pression liée à la franchise. Moi, j'ai peur que ça reste une équipe de milieu de tableau, voire moins que ça, et que ça parte en couille à un moment. Je suis d'accord avec toi, mais ça me fait penser vous vous souvenez de Phoenix dans la bulle qui avait fait 8-0, qui avait gagné et on s'était dit, bon, super, ils se sont battus, ça sert à rien, ils sont pas allés en playoff. Au final, ils ont instauré un début de truc de dynamique avec des joueurs qui sont toujours là aujourd'hui. Et ça s'est retranscrit dans le temps. Et alors, je dis pas que c'est que ça et que cette période-là qui a été fondatrice, mais ça peut être des périodes comme ça où où le noyau dur se forme et où le groupe prend confiance en lui. Alors voilà, là, c'est les Pelicans, donc c'est une franchise un peu particulière, mais Phoenix était bien dans la mouise aussi à ce moment-là. On n'était pas forcément très optimiste pour eux. On ne savait pas que Chris Paul forcément viendrait. On n'était pas. Mais peut-être que les Pelicans ont un move en dessous qu'on n'a pas vu venir encore et qui fait que ça va être intéressant. Donc je pense que. Alors, tu as raison, il faut être très prudent, surtout avec ces franchises-là, et pas s'enflammer trop vite. Mais je pense qu'on peut être un peu optimiste pour la suite pour eux. Non, mais c'est bien vu, ouais. C'est surtout que je pensais que c'était tellement mort pour eux. Ouais, c'est clair. Zion qui donnait Platine déménager avant même la fin de la saison régulière dans une autre ville. Du coup, je trouve ça plus positif comme fin de saison. Je ne pensais pas qu'ils finiraient aussi bien. Au bout du compte, le move pour CJ McCollum, si ça leur permet de goûter un coup de playoff et que Zion re-signe, c'est déjà gagné en fait. Par contre, je suis d'accord avec toi, on ne va pas faire tout un épisode sur New Orleans. Il y a des choses qui doivent bouger. Et notamment, je pense qu'en termes au niveau du management, il y a des choses qui doivent bouger un petit peu pour redonner un peu de stabilité et de confiance dans l'équipe, je pense, quoi. Allez, je vous propose d'enchaîner avec une autre série. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez mentionné Memphis, qui est finalement en difficulté, du moins sur le premier match, qui s'est fait prendre par Minnesota sur le Game 1. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce match? Antoine, toi qui as écrit justement un papier, un magazine là, sur Basket Session, que tu peux peut-être présenter au bout du compte. Qu'est-ce que toi, tu as retenu de ce match? Alors moi, j'avais parlé de Jaren Jackson Jr. là pour le coup dans le papier, notamment sur le fait ça va être. Je crois que tu l'avais déjà dit. Je crois que c'est toi qui l'avais déjà dit dans un podcast que on avait déjà anticipé. C'était un podcast qu'on avait fait sur Memphis et on s'était posé la question et ça date. C'était vraiment en milieu de saison. On s'était demandé ce que ça donnerait en playoff et je me souviens qu'on avait eu un peu cette discussion de se dire mais le problème c'est que les Grizzlies, la question ça va être est-ce qu'il y a des joueurs qui vont hausser leur niveau de jeu? Parce que typiquement, en fait, ce qui fait la marque des équipes qu'on appelle deux saisons régulières, c'est plus ou moins ces équipes où il n'y a pas beaucoup de stars vraiment confirmées et que du coup, bon, voilà, tu ne passes pas forcément un cap en play-off. Et là, j'ai l'impression que Memphis, il y a ce risque qui plane au-dessus de leur tête, de la tête des Grizzlies, même si c'est plus complexe que ça. Et voilà, il faut vraiment que Jaren Jackson Jr., il puisse aussi en attaque plus juste un joueur de complément qui puisse développer quelque chose. Parce que là, si on se concentre que sur ce que moi j'appelle le star power, en fait, les Wolves, ce match, ils l'ont gagné en attaque parce qu'ils ont toujours ils ont des talents individuels offensifs très forts, en fait. Il y a Kat qui peut faire la différence. Il y a Anthony Edwards qui a été énorme. Il y a D'Angelo Russell qui, honnêtement,
est vraiment intéressant. Bisley en sortie de Je ne banc pensais aussi. pas dire ça à un moment, mais oui, Bisley qui a un talent offensif, même si lui, pour le coup, j'aime pas du tout, mais c'est vrai, Ouais. c'est un talent offensif de premier plan. Ils ont vraiment du scoring. Et au final, on est souvent là à dire que la défense fait gagner des titres. Peut-être, mais en attendant, en playoff, tu peux tout à fait gagner avec de l'attaque, encore plus à ce niveau de la compétition. C'est-à-dire que plus ça avance, effectivement, plus tu as intérêt à savoir stopper. Mais là, une très très bonne attaque peut te faire gagner une série de playoffs. Et les Wolves, les Wolves, ils ont toujours trouvé une solution, alors qu'à l'inverse, sur les pick and roll, ils ont souvent doublé sur Ja Morant qui a été obligé de lâcher le ballon et derrière, bah, il y a eu quelques exploits de Desmond Bane et de Dylan Brooks, mais ce n'est pas non plus des purs scoreurs comme peut l'être Anthony Edwards, qui lui a fait la différence seul sur plein d'actions, ou même Kat qui a fait la différence seul aussi. Donc Jaren Jackson Jr., voilà, en tant que deuxième star a priori de cette équipe, en tout cas au niveau de l'étiquette, en tant que quatrième choix de draft, de joueur qui a été présenté vraiment comme un two-way project où on s'est dit voilà, ça va être une licorne, il va être pesé en attaque, pesé en défense en étant mobile. Voilà, on attend plus que lui, là, plus de lui. Là, il met 12 points à 4 sur 13. Je pense qu'il faut qu'il passe un cap pour que les Grizzlies vraiment évitent le piège Minnesota. Je pense que la série est loin d'être terminée. Je pense que ça va être une superbe série. Honnêtement, le match était vraiment Ouais, intéressant, plein excellent. d'intensité. Je pense que ça va vraiment être une belle série à voir. Je pense que ça va être une série longue. Et voilà, il va falloir qu'il y ait des matchs, il va falloir qu'il y ait au moins 4 matchs où, voilà, où Jackson Jr. Ou quelqu'un d'autre, évidemment, ça peut aussi venir d'autres joueurs, mais faut qu'il y ait un deuxième scoreur qui se développe. Il faut qu'ils D'autant jouent plus dur aussi, les Grizzlies. C'est autre chose. Ouais, bah, c'est ça qui va rendre, je pense, la série passionnante, parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse jouer plus dur et qu'il hausse le ton de ce niveau-là. Du côté de Jaren Jackson Jr., tout ce que tu dis, c'est super juste. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que sa saison a été intéressante. Il est revenu quand même d'une blessure assez longue. Oui. Il a vraiment évolué tout au long de l'année. Il a repris même à un moment, on avait fait le point, on s'est dit, bon, bah, on a l'impression qu'il repart un petit peu en arrière, etc. Au bout du compte, il a bien fini la saison. Donc, je pense qu'il peut rebondir, évoluer au Oui. cœur de la série elle-même. Moi, ce que j'ai adoré dans ce match, quand même, c'est l'attitude d'Anthony Edwards dès le début du premier match. C'est lui qui a porté le premier coup au foie direct, premier playoff, tir Ouais. à 3 points, tir à mi-distance, zéro doute, une attitude du genre, mais c'est normal, vous ne me connaissez pas ou quoi. On aurait dit Kevin Durant qui dit, vous savez qui Ouais, c'est ça. un journaliste en conférence de presse. Et ça, tu as raison, ça peut parfois permettre de passer une série. J'avoue, de passer un tour, je regrette un petit peu. Alors, je suis un vieux, mais je suis nostalgique de l'époque où le premier tour se jouait en 3 matchs, parce que c'était aussi, ça permettait plus d'upsets que dans le format actuel où c'est en 4 manches gagnantes. Mais ouais, le match 2, je pense il va valoir Mais son vous avez vu, cacahuète, comme on dit. vous avez vu ce qu'a posté Ja Morant après, là, hier soir, je crois. Jordan avec sa batte de baseball, là, Ah, la Ah, phase oui. où il leur dit bon, ils sont bien, ils sont sympas de faire du trash talk en ayant 5 ou 6 points d'avance, mais il va falloir faire le trash talk à 0-0. Bon, clairement, il parle de Kat et de Beverly qui ont encore fait des marioles pendant le match. Kat, c'est terrible parce que je lui souhaite toujours tout le bien du monde et c'est un beau joueur offensif, tout ça. Mais waouh, il est fatigant. Il est fatigant parce que il est ultra théâtral et voilà, il est toujours dans ces situations-là en fait. Genre quand ils sont en avance au score et puis tu as l'impression qu'il est tout seul dans son délire un peu, tu vois. Je sais pas, j'ai un peu de Oui, mal à c'est 4. ça. C'est tellement bien résumé quand il est tout seul. C'est surjoué, tu vois. Beverly, il est constamment de la première à la dernière minute. On sait qu'il est perché depuis le début de sa carrière. Kat, on se dirait il a embauché un conseiller en com et qui lui a dit, mec, il va falloir que tu donnes l'impression d'être un peu plus fou et méchant. Non, mais c'est trop ça. Parce que Beverley, s'il n'avait pas cette attitude, il serait même pas en NBA, en fait. Ouais. Il serait même probablement pas un joueur pro, ou du moins dans une ligue majeure. Donc, je comprends complètement. Mais Kat, en fait, ce qui est impressionnant, c'est si tu pouvais mettre côte à côte comme dans un même, l'image qui se fait de lui-même quand il fait ses trucs de trash talk et quand il fait ses lectures, et en face, l'image que nous, on a de lui quand il fait ces trucs-là, je pense que ça cassera Internet, en fait. Parce que je dis, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Joue ton jeu, t'es un beau joueur, t'es fort, défends un peu plus, s'il te plaît, quand même, pour mettre ta Ouais, défense au dur, hein. niveau de ton jeu. Ça, là, tu pourras peut-être parler un petit peu plus, mais il a absolument pas besoin de ce genre de choses. Et je pense qu'il y a un moment, et ce sera peut-être même dès cette série, où ça risque de lui faire, voilà, de lui revenir en pleine tronche. Oui, parce que j'allais dire, s'il y a bien une équipe qu'il faut pas. Là, les Grizzlies, je les ai trouvés trop tendres physiquement. Tu sais, ça m'a même étonné parce que c'est une équipe qui a besoin de jouer dur.
pour compenser notamment un peu ce que je disais sur le Star Power, c'est une équipe qui a besoin de mettre des coups, qui a besoin de te rendre la vie difficile, la vie désagréable. Encore plus quand tu joues Minnesota ou encore Edwards. Tu sais que quoi qu'il arrive, il va prendre ses tirs. Même s'il est à 3 sur 20, il va continuer à les prendre. Et tant mieux pour toi par moment, tu vois. Mais tu sais que bon, tu vas pas trop le sortir de son match. Mais derrière, un 4, un D'Angelo, c'est des gars, tu peux les éteindre en fait. Avant même de. Tu vois, tu peux les éteindre en les sortant de leur match, en les frustrant, en leur mettant des coups. Les Grizzlies, il faut qu'ils jouent comme ça. C'est un peu comme Toronto avec Philadelphie, même si c'est deux séries différentes, mais c'est des équipes qui vont avoir vraiment besoin de jouer dur et de jouer entre guillemets sale. Et là, ça va complètement. Et en plus, eux-mêmes, ça va les booster. Une équipe, les joueurs des Grizzlies, c'est des joueurs, ils se nourrissent de ça. Et je pense que là, ça va. De toute façon, l'image, elle est annonciatrice. Je pense que les Grizzlies, ils sont fait remonter un peu les bretelles par le coach. Ils ont dit bon, là maintenant, il va falloir jouer dur. Je pense qu'au game 2, ça va être complètement autre chose, quoi. Et du coup, ça va être, ouais, franchement, ce match-là, je pense qu'il va être vraiment chaud. Je suis curieux de voir comment va commencer le match, comment Anthony Edwards va commencer le match aussi, si les Grizzlies auront trouvé aussi des adaptations défensives pour essayer de le contenir un petit peu mieux. Je pense que ce match va vraiment être passionnant et que ça pourrait être le lancement d'une espèce de rivalité aussi à l'Ouest qui pourrait être tout aussi sympa à suivre en saison régulière à l'avenir. Il y a un beau duel aussi entre Morant et Edwards. Il y a match dans le match, tu vois, deux jeunes stars. C'est deux jeunes équipes au final dans deux petits marchés. Mm. Elle est sympa cette série. Ouais. Allez, je vous propose de passer à Utah-Dallas, donc un match partout. Utah qui a remporté le match 1, j'allais dire sans surprise. Je parle bien sûr à cause de la blessure de Luka Doncic qui a raté les 2 premiers matchs. Et finalement, Dallas qui est revenu très fort au match 2 avec un Jalen Brunson en feu pour renvoyer Utah à tous ses doutes et à tous ses questionnements, avec potentiellement un retour, on l'espère, pour le spectacle, en tout cas de Luka Doncic dans les matchs à venir. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces 2 premiers matchs de cette série? Déjà que le banquier de Jalen Brunson doit se frotter les mains, là, clairement. Ça, c'est clair. On savait déjà on savait qu'il signerait un beau contrat déjà, parce qu'il fait une superbe saison. Mais là, 41 points la nuit dernière, dans un match où honnêtement, moi, j'avais pas beaucoup d'espoir pour Dallas en voyant Doncic absent, en voyant que Utah avait plutôt correctement géré le premier match. Ça, normalement, c'était au-dessus. Et j'ai l'impression que Utah s'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul face à une équipe très, très à sa portée. Et là, du coup, ça relance un peu. Je suis un peu sceptique pour Doncic parce que ça n'a pas l'air. C'est pas très encourageant et son jeu étant quand même. Enfin, s'il n'a pas le mollet, c'est quand même compliqué. On sait comment il joue. Je suis un petit peu. Ça m'a rassuré pour Dallas et ça m'a inquiété pour Utah alors que je commençais à reprendre un peu espoir pour eux pour la qualif. Ouais, parce que si Utah ne peut pas gagner face à cette équipe de Dallas, ne peut pas espérer être champion. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, non, Antoine? Mais j'ai l'impression que ça gagne ou que ça. Enfin, même si. En fait, ça sent la fin de cycle. Ouais. C'est ça et j'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes, ils le sentent. Et ça sent la fin de cycle. Et même s'ils passent cette série, en fait. Même s'ils gagnent, même s'ils sortent les Mavericks, tu sens qu'on est sur une reconstruction qui est inévitable. Tu sens que ça. Et le game 1, pour rappel, alors, ils ont quand même eu chaud, en fait. Bien sûr. Ils gagnent que de 6 points. Ils se sont fait remonter plusieurs fois. Ils ont quand même eu chaud. Ils ont été mis en difficulté. Je pense que leur formule ne marche pas. Je pense qu'ils le savent. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu penses que Donovan Mitchell s'en rend compte et qu'il a quand même pris plus de shoots que tous ses coéquipiers réunis depuis Donovan Mitchell, il doit se dire putain, faut vraiment que je dise à mes dirigeants que je suis vraiment mal entouré, que c'est n'importe quoi. C'est mais ouais. 59 shoots en 2 matchs. Ouais, je ne parle même pas de la différence avec Rudy. Il y a des gens qui vont dire il n'a pas le talent offensif pour avoir le droit à plus de 5, 6, 7 ballons. Mais quand tu as des mecs comme même Shaquille O'Neal qui était hyper critique de Rudy, depuis le début quasiment, et qui te dit non mais c'est pas normal, moi si à sa place si on me filait pas moins de 7 ballons je rentrerais des droites toutes les 10 secondes. C'est que là il y a un problème, et Mitchell qui prend 30 shoots encore 30 shoots, c'est quoi, même Jordan Clarkson il doit se dire que Mitchell c'est un croqueur, et là quand vrai reconnaît vrai, et là il doit se dire même lui sur le banc il doit être là,
il abuse quand même. Et là, quand tu arrives à ce niveau-là, non, mais oui, mais Oh, Mitchell. Clarkson, il doit même se dire, mais attends, il abuse Mitchell. Il est tout seul sous le cercle. Ah non, mais après, en fait, on en parlait tout à l'heure, mais Mitchell, ça a quand même l'air d'être le joueur qui se fait plus confiance lui-même qu'à n'importe quel de ses coéquipiers, quoi. Mais il y a beaucoup de dysfonctionnements dans cette équipe, hein. On peut faire long sur le sujet, hein. On peut parler de Gobert, on peut parler de la défense extérieure, on peut parler de Mitchell, on peut parler de Mike Conley qui au final est plus dans le coup, hein. C'est aussi simple que ça. Et on peut parler du banc, de l'absence de diversité. En fait, cette équipe, ouais, la diversité de ses forces et de ses schémas, en fait. Elle a du mal à s'adapter et au final, chaque année en playoff, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours au bout d'un match ou deux que le coach adverse se dit: ah, mais en fait, si on joue small ball contre eux, ils sont complètement perdus. Tu sais, il y a toujours un décalage. C'était pareil avec Tyronn Lue l'an dernier. Ouais. Et d'un coup, il s'est dit: ah, mais si je joue small ball, là, ils ne savent plus quoi faire. Et chaque année, les Rockets, c'était pareil. Le premier match de la série, ils essayaient toujours de faire jouer leur pivot. Puis d'un coup, ils disaient: ah, attendez, venons, on joue small ball. 15 minutes. Ah, bah, venez au final. Et puis, ils terminaient la série, on jouait small ball, tu sais, tout le long du match. Et là, c'est pareil, en fait. Les Mavericks, j'ai l'impression qu'au final, Jason Kidd, il va se dire: non, mais attends, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je vais mettre Maxi Kleber en pivot. On va prendre 33 points par quart-temps. Et puis, ça va passer. Et si Luka Doncic il revient, alors c'est un grand signe, hein, comme tu disais, Shai, hein, mais s'il revient, j'ai l'impression que dans les têtes à Utah, ça va être difficile, hein. Moi, je pense que c'est le karma pour avoir viré mon gars Joe Ingles comme ça, sans ménagement, alors qu'il était blessé. Je pense que ce n'est que juste, c'est un châtiment juste et mérité. Non, mais on pourrait effectivement refaire une spéciale jazz parce que les dysfonctionnements sont multiples, hein, comme tu le soulignais, Antoine. Et là, au bout du compte, ils sont quand même partis pour se retrouver dans la pire situation possible pour une équipe d'un petit marché. C'est d'avoir une équipe qui est performante, mais qui n'est pas assez forte pour aller au bout, sans voir comment, sans trouver les solutions pour pouvoir lui faire passer le cap et reconstruire quand on est dans un petit marché comme ça, c'est extrêmement dur. Donc l'été va être compliqué du côté de Salt Lake City dans tous les cas, je pense. Sûr. Allez, je vous propose de changer un peu de conférence. On a parlé quasiment que de la conférence Ouest. On va partir à l'Est un petit peu parce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes. Notamment, je vous propose de commencer avec. On est encore un peu sous le choc de ce match qui était passionnant du week-end dernier entre Boston et Brooklyn. Un match dans lequel Kyrie Irving a été fantastique, dans lequel les Celtics ont semblé dominer, ont redonné le match net et finalement ont terminé par trois possessions de suite même de grands talents. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce premier match? Est-ce que vous pensez qu'on peut en tirer des enseignements, notamment pour la suite de cette série? C'est dur, mais enfin, ça a juste été la confirmation. Ce qu'on présageait, c'était que ce serait serré et que même Brooklyn, avec ses incertitudes et le fait qu'on ne savait pas si autour de KD et Kyrie ça tournerait, ils sont là quand même, ils sont dans les matchs alors qu'en face, c'est la meilleure défense de la ligue, avec maintenant le meilleur défenseur depuis qu'on sait que Marcus Smart a été élu. Moi, j'ai été pas mal distrait par le show entre Kyrie et le public de Boston. On a quand même pas mal fait marrer. Avec les petits doigts d'honneur derrière la nuque, tout ça. Voilà. J'aimerais bien voir si Ben Simmons arrivera à faire ça quand il jouera à Philadelphie. Spoiler alerte, non, pas du tout. Mais oui, Kyrie formidable, niveau de jeu très très bon, de façon de manière générale sur le match. Ça aussi, c'est rassurant. Il n'y a pas. L'enjeu n'a pas tué le jeu, c'était hyper spectaculaire. La fin, un vrai thriller. Moi, sur mes pronostics personnels, j'ai mis Boston en 7, donc pour l'instant, ça me conforte un peu dans ce que je pensais. Moi, pourquoi je dirais qu'on ne peut pas tirer de constat? J'ai l'impression qu'avec Brooklyn, en fait, tu ne peux jamais tirer un constat d'un match. J'ai l'impression que c'est une équipe tellement imprévisible, tellement incertaine, aussi bien en négatif qu'en positif en réalité. C'est-à-dire que là, ce que je dis là, ça peut être aussi bien péjoratif qu'intéressant. Voilà, tu ne peux pas tirer un constat parce qu'il y a plein de choses qu'ils ont mal fait, mais malgré ça, ils perdent au buzzer alors qu'il y a même pas un très grand Kevin Durant. Donc tu te dis, en fait, par contre, ce qui est sûr, c'est que voilà, le jeu me semble très pauvre. La défense est des fois catastrophique. Et en même temps, ce qui est marrant dans ce match-là, c'est que moi, j'ai eu le sentiment que s'ils ont failli prendre ce match, c'est parce qu'à un moment, ils se sont mis à défendre avec une efficacité impressionnante qui a complètement fait sortir Boston de son jeu et de son rythme.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le quatrième quart-temps, il y a eu un espèce de regain. Juste sur Boston, d'ailleurs, petite parenthèse, c'était une des plus mauvaises équipes de la ligue dans le clutch, ce qui est considéré le clutch time. Je pense que ça s'est vu encore, même si au final ils finissent par l'emporter au buzzer. J'ai peur que ça soit une petite une fragilité importante pour une équipe qui veut gagner le titre. Ils ont du mal. C'est l'anti-Phoenix, en fait, si tu veux, eux, dans le clutch time. Mais ouais, et après, moi, bah, voilà, un truc qui m'a marqué sur le match, c'est Kyrie Irving, en fait. C'est fou. Il y a tellement de choses autour de ce gars-là, tellement de discussions qui ne sont pas basket, que des fois, on oublie à quel point, mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est fou, en fait. Les Celtics, ils ont réussi à défendre sur Kevin Durant, qui est peut-être le meilleur joueur du monde. Ils ont super bien défendu sur lui. Ils l'ont sorti de son match, ils l'ont contré, ils l'ont gêné. Mais il n'y a aucun moment où ils ont su arrêter Kyrie Irving. Et tu te dis, mais en fait, tu ne peux pas arrêter ce mec-là, c'est pas possible. De toute façon, tu peux pas arrêter les deux. Ça, c'est sûr. Ouais, Et ça ce qui c'est est sûr. dingue, c'est que même les quelques points que Kevin Durant et des tirs super durs. Même ceux Ouais, qu'il a mis, même enfin, Boston a fait un travail fantastique sur lui en défense, mais les tirs qu'il a mis, à chaque fois, je me disais, mais ouais, il est incroyable, quoi, parce que des tirs contestés, pas faciles, etc. Mais je suis d'accord avec toi, ce que tu dis quand tu dis que c'est l'équipe qui est la plus imprévisible je parle de Brooklyn. C'est clairement ça. Et au bout du compte, en fait, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si ce passage défensif dont Brooklyn a été capable dans le quatrième quart-temps, c'est un effort et si cette équipe est capable de le répliquer. Parce que si elle est capable de le répliquer dans la durée et alors, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, mais si Ben Simmons finit bel et bien par revenir à un moment, ça peut quand même vraiment changer la donne pour Brooklyn. ouais, tu me donnes une perche. J'allais te dire, le constat à la limite que je fais de ce match-là, c'est que les Nets, ils ont vraiment besoin de Ben Simmons. Ça réglerait tellement de Et ils problèmes. en auront besoin l'année prochaine, parce que là, c'est trop. Enfin, le mec n'a pas joué depuis. J'ai du mal à l'imaginer, même si c'est un joueur qui peut Ouais, moi impacter aussi. seulement de la défense. Je sais pas dans quel. Enfin, le rythme du match, le niveau de l'intensité. Tu mets Ouais, là-dedans, j'avoue. il se fait broyer le type. Il fait même pas d'un contre un encore pour l'instant, je crois. Ouais, mais je trouve, après, je sais pas les infos, les intox sur ce qui fait pas d'un contre un. J'ai l'impression que Steve Nash ment beaucoup parce que Steve Nash faisait croire qu'il ne courait pas, qu'il ne courait même pas, que c'était pas vrai. Hmm. J'arrive pas à savoir. Moi aussi, moi je trouve ça toujours bizarre d'imaginer un retour en playoff pour un gars qui va être autant scruté et qui a eu des problèmes justement liés à la pression que ça pouvait engendrer. Donc moi aussi, je trouvais ça bizarre d'imaginer revenir. Sham Charania arrête pas de dire que Simmons va revenir à partir du game 4 ou 5. Moi, je sais pas trop quoi en penser. Par contre, juste de ce que je vois, voilà, je me dis que ça serait vraiment le joueur qui leur manque parce qu'il n'y a aucun lien entre leur role player et leur star. Leurs role players, au final, peuvent avoir un énorme impact sur cette série. Ça peut faire la différence à tout moment, sauf qu'en fait, il y a pas de jeu, il y a pas de, il y a un vrai manque. Il y a pas des mauvais joueurs, c'est ça le pire en fait. Je trouve qu'ils ont des bons éléments, mais c'est comme si tu avais un puzzle qui était complètement défait et qui était mis au sol et qu'il n'y a personne qui est venu l'arranger. Et en fait, j'ai l'impression que Simmons, il peut coller les pièces entre elles, il peut créer du playmaking, il n'y a pas d'organisation dans cette équipe. Kyrie, c'est un excellent joueur, mais c'est pas un meneur. Hmm. Et voilà, avec sa défense, tout ça, je trouve que ce serait vraiment, c'est le joueur parfait pour eux en fait. C'est clair, et ce qui est marrant, c'est que je suis ligné à la défense des Nets dans le quatrième quart-temps, et pourtant, pour moi, c'est sur un craquage défensif total, finalement, que les Nets perdent. Et je ne parle pas du dernier tir au buzzer, qui est magnifique, de sang-froid de la part des Celtics. Je parle du tir d'avant, en fait, où quand Boston pardon, les Nets ont combien? 3 points d'avance, Il si y a je me trois trompe points pas, 3 d'avance. points d'avance. Et il y a temps mort, et derrière, ils permettent à Jalen Brown d'avoir un lay-up en moins de 3 secondes, même Ouais. pas contesté tout seul, situation de 1 contre 1 alors qu'il arrive lancé. Pour moi, c'est plus là qu'ils ont perdu le match finalement que sur le dernier tir au buzzer de Jason Tatum. Et ce que tu soulignes là, dans le cas de Ben Simmons, ça me fait penser un peu à ça parce que c'est. Alors, bien sûr, tu reviens sans avoir joué depuis un an, le plus dur, c'est de retrouver le rythme et d'être dans le timing et dans le rythme des choses. Mais sur une action comme ça, c'est typiquement le genre d'action où je ne peux pas m'empêcher de croire que si Ben Simmons avait pu être sur le terrain, il aurait pu impacter l'action de Jalen Brown d'une manière ou d'une autre, peut-être faire perdre quelques secondes, etc. Et au bout du compte, comme on l'a vu, parce que les arbitres ont quand même demandé à revoir Ouais, ça joue à des Jalen dixièmes. Tatum Ouais. au buzzer, qui était littéralement au buzzer pour un lay-up, ça se joue à ça des matchs. Des matchs de playoff, des matchs des titres, des fois ça se joue à ça. Et pour le cas des Nets, ça va être à suivre, mais en fait, ça serait n'importe quelle autre équipe. Je me dirais, ben non, ils n'ont pas intérêt à faire jouer Ben Simmons, ce serait trop tôt. Et en même temps, quand tu as Kevin Durant à l'âge qu'il a,
et que tu as peut-être une chance d'aller loin, je pense que tu ne peux pas te permettre de gaspiller la moindre chance. C'est un peu le pari qu'a fait Philly en faisant venir James Harden au bout du compte. Même si la situation n'est pas tout à fait la même, mais Et sinon, on en parle de mon gars Horford qui a la renaissance la plus spectaculaire de la fin de saison. Là. il faut qu'il joue qu'à Boston en fait. Ouais, c'est le facteur X pour les Celtics. Incroyable, il fait 20 points, 15 rebonds. Il est redevenu vraiment bon en défense sur la deuxième partie de saison. Je l'ai trouvé énorme. Alors que tu le revois à Philadelphie, il traînait, il était comme une âme en peine. Et tu te dis, mince, ils ont investi sur lui, c'est la cata. Et au final, là, il est hyper précieux. Il joue 41 minutes hier. Je sais plus. Enfin, sur le game 1, c'est fort. Ouais, fort. En tout cas, ça va être vraiment la série une des séries à suivre avec attention à l'Est. Allez, je vous propose d'enchaîner avec Philadelphie, parce qu'on vient d'en parler rapidement. On se disait avant les playoffs que peut-être s'il y avait un upset potentiel, ça serait peut-être celui de Toronto face aux Sixers. C'est un pronostic qui tient pas très bien la route aujourd'hui. On verra ce que ça donnera avec les matchs à Toronto. En tout cas, Philly qui a quand même trouvé la solution face aux Raptors sur les 2 premiers matchs, que Philly mène 2-0. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ces 2 premiers matchs? La solution, elle a un nom. Tyrese Maxey. C'est incroyable. Il change la donne, lui, pour eux. C'est parce qu'en fait, c'est un peu... Pour moi, il y a une comparaison avec Jordan Poole, mais du coup, à l'Est, c'est son penchant, quoi. C'est le mec qui donne une autre dimension à son équipe. C'est la 3e star. Voilà. Il y a déjà Embiid, Harden, tu te dis c'est flippant, mais en fait, si tu as Tyrese Maxey qui est au niveau All-Star, là, tu as un vrai candidat au titre. Ça met moins de pression sur Harden. Au final, c'est lui le 2e meilleur joueur là, de Philly. Voire même peut-être le meilleur joueur de Philly sur les 2 premiers matchs. Enfin, après, Embiid, c'est différent parce qu'Embiid attire toute l'attention, mais Maxey, il continue comme ça. Les Sixers, c'est quelque chose. Ils n'ont pas encore eu besoin d'un monster game d'Embiid, même si le dernier, bon, il dépasse les 30 points, il a été bon. Hein. Mais il a mis un peu de temps d'ailleurs, parce qu'il s'est pas mal fait brutaliser. Ils ont essayé de jouer très très dur, ce qui leur avait manqué au premier match. Ils ont un peu essayé de lui casser la tronche. Pas... Ça toute l'année. Hein. Ouais, à chaque fois qu'il joue. Et c'est aussi l'axe qu'on avait vu pour un éventuel upset, en fait. C'était de jouer hyper athlétique et dur et d'envoyer un peu tout le monde pour gêner Embiid. Et là, au final, ce que tu disais, Maxi, c'est le 2e ou le meilleur joueur pour l'instant parce que Harden n'est pas encore là, hein, honnêtement. C'est pas encore phénoménal. C'est ni adroit, ni très inspiré. Et Maxi, c'est incroyable. Le premier match, il était fou. Le niveau qu'il avait en réussite, tout était juste. Et pour l'instant, voilà, j'ai pas encore vu le Toronto dont j'espérais, dont je pouvais envisager un upset. Parce que c'est au niveau défensif, on imaginait de l'impact athlétique, de la vitesse. Non, pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc, il faut espérer que le fait que ça rejoue à domicile pour Toronto, que Ty Bull ne soit pas là, mais bon, au final, son impact est limité. Je suis en 2 matchs, j'ai complètement vrillé au niveau de l'optimisme pour les Raptors. Il y a une stat quand même. Les Sixers, ils ont tiré déjà 65 lancers francs. Et 64, pardon, et les Raptors en ont tiré 35. Je crois que c'est 35, je vous donne peut-être la stat exacte, mais il y a un écart assez fou en termes de lancers francs, alors qui s'explique aussi par des fautes, hein, comme on a dit. C'est 64 à 35, c'est ça. Ils font faute sur Embiid très souvent, mais voilà, on sait que les équipes avec des superstars sont un peu plus protégées par les officiels que celles qui n'en ont pas, même si je pense honnêtement que c'est pas que sur ça que se fait la différence. Embiid est trop fort. Embiid est trop fort. Ouais. C'est ça, il ne faut pas chercher plus loin. Et c'est là, en fait, c'est là où Maxi et Harden en fait, sont très importants. C'est qu'au final, la seule solution, c'est de doubler, voire tripler sur Embiid. Lui arrive à ressortir les ballons. C'est un axe sur lequel il a progressé depuis l'arrivée de Doc Rivers, notamment. Lui arrive à ressortir les ballons. Derrière, il faut des joueurs qui mettent dedans. Je trouve qu'Harden a intelligemment souvent renvoyé la balle vers Maxi, d'ailleurs. Souvent fait l'extra passe ou la passe supplémentaire plutôt que de lui chercher. Alors, peut-être parce qu'il sentait qu'il n'était pas dedans, il n'est pas très adroit pour l'instant. Mais voilà, tant que les Maxi, les Danny Green et que les Harden vont mettre dedans. Ouais, mais tout à l'heure, on parlait du 4e larron de Golden State en disant Wiggins, machin. Tobias Harris, qu'on a complètement oublié, il fait 2 très très bons premiers matchs. Hein. C'est très efficace. Moi, perso, je l'avais un peu oublié parce que je le trouvais décevant, mais il fait 26 points, 9 sur 14 au premier match. Et hier, il fait 20 points, 10 rebonds
à 7 sur 11. Et il est à 6 sur 8 à 3 points depuis le début de la série. Mais t'as raison. Comme on disait pour Wiggins, si lui, c'est ta quatrième option. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un joueur dont finalement la perception a été comment on dit, trompeuse en fait. C'est-à-dire qu'il a signé un super gros contrat, donc on s'est imaginé que c'était tel type de joueur, alors qu'en fait c'est un excellent joueur. C'est juste pas un joueur de la catégorie qu'elle on pouvait espérer en fonction de son salaire. Mais je suis tout à fait d'accord. Si il peut jouer simplement et prendre ce que le jeu lui apporte, c'est un luxe énorme. C'est clair. C'est que là, je suis d'accord avec vous. Allez, Miami-Atlanta, donc 1-0 pour le Heat. Le Heat qui a dit à Trae Young qu'ici, c'était ni Cleveland ni le Madison Square Garden et qu'il fallait se calmer un petit peu, qu'il fallait s'asseoir dans un coin. Bon, Trae Young, je pense qu'il ne restera pas sur cette contre-performance entre guillemets du Game 1. Ce qui est sûr, c'est que s'il veut mettre ses points, ça ne sera pas simple quoi qu'il arrive. Miami est gros, qui a fini premier quand même de la conférence Est avec sa défense faite maison, a montré que ça serait toujours la même en playoff. Est-ce que vous pensez qu'Atlanta a les ressources pour justement pouvoir surpasser la défense du 8? Non. Non. Alors, on l'a vu sur le premier. Après, ça n'exclut pas, on ne peut pas exclure que Trae Young va jouer les super vilains et faire taire peut-être le public avec un match à 45 ou 50 points, mais ça n'empêchera pas qu'ils sont trop loin derrière dans tous les compartiments. C'est trop en dessous, en fait. Ouais. Je pense. Il a moins Capella en plus. T'as pas Capella. C'est dur sans Capella là, face à Bam. Bah voilà, Bam qui a envie de montrer à tout le monde que c'est un scandale qu'il ne soit pas sur le podium du trophée du meilleur défenseur de l'année. Non, vraiment, c'est la série où j'ai très peu d'espoir pour Atlanta, honnêtement. Limite, eux-mêmes ne s'attendaient pas spécialement à être là en partant de là au play-in. Voilà, à part un énorme one-one show de Trae Young pour bien rester dans son rôle, je ne vois pas d'autres trucs, d'autres intrigues dans cette série pour les matchs. Ouais, en plus, ça ne suffira pas face à une équipe de Miami qui est tellement bien. Qui est si bien coaché, etc. Je pense même pas Duncan Robinson, il remet c'est ce que j'allais dire. Des shoots. C'est mort, on ne peut pas. C'était limite la meilleure nouvelle du côté de Miami, c'est que si Duncan Robinson retrouve l'adresse qui était la sienne toutes ses saisons précédentes, pile au moment des playoffs, serait la meilleure solution, la meilleure nouvelle pour le Heat pour la suite, quoi. Je l'ai mis en facteur X du Heat dans le papier, là, justement. Duncan Robinson. Ouais, je pense que quand il met dedans, c'est dur. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde à regarder la défense de Bam Adebayo sur Trae Young sur les switches. Le Heat switch tout le temps, en fait, sur pick and roll. Ils vont tout le temps switcher. Je pense que Trae Young, il va finir la série avec un pourcentage affreux. Même s'il marque à un moment beaucoup de points, je pense qu'il va vraiment… Je prends le pari qu'il sera sous les 40, sincèrement, voire même sous les 38. Sur toute la série, parce qu'en fait ils vont le maltraiter sur tous les pick and roll. Il change à chaque fois, il se mange du Bam, il se mange du PJ Tucker. Le pauvre. En plus, lui, pour le coup, les Hawks, ils n'ont pas beaucoup d'autres. C'est ça, en fait, c'est marrant parce qu'on a souvent mis en avant, et moi le premier d'ailleurs, le noyau dur, jeune, très intéressant d'Atlanta, mais au final, depuis Trae Young, ils ont quand même pioché plusieurs fois dans le top 10 et ils n'ont jamais su lui trouver un deuxième joueur, en fait. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Werther, j'aime beaucoup DeAndre Hunter, j'adore. J'aimais bien Cameron Reddish, mais en fait, ils n'ont pas un mec qui est capable de vraiment s'affirmer comme leur deuxième star, les Hawks. Il y a Collins potentiellement quand même. Mais Collins, il ne sait pas se créer son tir, quoi. Enfin, je suis d'accord. Mais ce qui est fou, en fait, c'est qu'on a l'impression… Parce qu'en fait, c'est ce qu'on s'était dit déjà il y a 1 an et demi à peu près, c'est qu'Atlanta a énormément de bons joueurs, mais il n'y en a pas qui sortent du lot vraiment, en fait. Parce qu'il y a tout… Si tu regardes le banc, tu dis bon joueur, mais quasiment de niveau égal, sans qu'il y en ait un vraiment qui te permette de passer ce cap. Tu as parlé de Hurter et j'oublie son nom, le deuxième joueur que tu as mentionné. Hunter. Ouais, voilà. Ça, c'est 2 joueurs qui quand même font la différence, qui sont vraiment du niveau plus quelque part. Mais en sortie de banc, c'est dur de voir vraiment qui va pouvoir te permettre de passer le cap, quoi. Mais là, Collins, c'était bien, mais jusqu'à sa blessure avec sa main qui était dans Moi, j'aime beaucoup Collins aussi. Là, il sort du banc. Bien sûr. Mais il y a un truc qui ne marche pas avec Atlanta que je ne m'explique pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur est tout le temps dans les rumeurs de trade et pourquoi ça ne fonctionne pas vraiment à Atlanta. Voilà, je pense que cet été, il y aura aussi du mouvement du côté des Hawks, parce qu'il y a quand même du talent. Ils ont un franchise player. Clairement.
Trae Young est vraiment très très fort, il y a de quoi faire en fait. Mais non, moi je ne les vois pas passer Miami non plus. Tu parlais de la manière dont ils switchent sur les pics, c'est marrant parce que d'habitude c'est plutôt l'équipe en attaque qui cherche à faire switcher la défense pour chercher les match-up avantageux. Tu as l'impression que Miami c'est un peu le contraire, quoi. Ils vont te mettre un mec haut sur Trae Young pour qu'il vienne prendre un écran et que ce soit Bam qui sorte sur lui. C'est vraiment, comme dit Christophe Denis, le principe c'est d'attaquer l'attaque. C'est pas juste défendre, ta défense, ça te sert à attaquer l'attaque quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, dernière série du côté de l'Est, Milwaukee-Chicago. Premier match pour Milwaukee, 1-0. Vous pensez la même chose, un peu question bateau, mais est-ce qu'il y a des enseignements à votre avis dans ce match? Est-ce que vous pensez que Chicago a une chance de pouvoir renverser la tendance? Moi, je serais plutôt pessimiste du côté des Bulls, mais je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. C'est pareil. Et puis, tu vois, DeRozan sur un match comme ça, à 6 sur 25, qui derrière, en sortant, te dit c'est sûr que je ne vais pas refaire 6 sur 25. Tu sais que malheureusement, il a ces spirales-là aussi où ça ne rentre plus, où c'est compliqué. Et quelques historiques en playoff compliqués aussi pour DeRozan. Et là, c'est pareil. Milwaukee a trop d'avance dans tous les domaines quasiment. Là, ils ne se sont pas non plus ultra foulés. Ils ont accéléré quand il fallait. Yanis est un peu au petit trot, il fait l'essentiel. Sur une série complète, c'est trop compliqué. Je me demande si c'était pas le match qui était le plus à même de prendre Chicago. Bah ouais, sur la surprise au début. Ouais. J'ai peur que là, ils se mangent 4-0. En fait. Moi, je ne sais pas si ça sera un sweep, mais comme vous, en fait, je pense que Milwaukee a juste trop d'atouts. Alors, je ne vais pas dire que Milwaukee ne respecte pas Chicago, c'est pas ça, mais je pense vraiment pas. Je me rappelle d'une quote c'était de LeBron James, je crois, avant de jouer justement un match contre Toronto, jouer DeRozan à l'époque, là, d'aller jouer un match 6 ou un match 7 décisif à Toronto. Quelqu'un lui demandait s'il avait la pression. Il avait dit des situations en pression, j'en ai déjà connu. Aller jouer à Toronto, je vous garantis que ce n'en est pas une. C'est un peu pareil pour Milwaukee quand ils voient les Bulls et que ça ne les empêche pas trop de dormir la nuit, quoi. Donc, c'est une mise en jambe, je pense. un peu triste pour Chicago parce que c'était un peu la belle histoire de toute la première partie de saison. Caracolé en tête de la conférence Est. Quand même super saison, saison même magnifique de DeRozan qui était longtemps dans les discussions pour le trophée de MVP, etc. Mais là, effectivement, j'ai peur que ça soit finalement un tour et ça sort. Et ce qui est marrant, c'est qu'au bout du compte, si ça devait être le cas, ça confirmerait ce qu'on s'était dit en tout début de saison. Quand on avait fait nos pronostics de début de saison, on s'était dit avant même les premiers matchs qu'on voyait bien Chicago faire une belle saison régulière, mais sortir dès le premier tour. Ouais. On n'en est pas encore là, mais je pense que ça en prend quand même le chemin. Après, est-ce qu'ils auront toujours ces matchs où. Parce que là, je disais DeRozan à 6 sur 25, mais tu as Vucevic à 9 sur 27. Ouais, Lavin 6 sur 19. Ouais. C'est dur, quoi. Même avec maintenant Caruso qui est de retour à plein temps. Même Patrick Williams était titulaire aussi. Donc, ils ont des armes sur le papier pour faire des choses, mais est-ce qu'ils ont eu assez de temps pour bosser avec cet effectif-là, avec ces line-up-là? Je ne sais pas. Lonzo leur manque. Hein. Lonzo leur manque beaucoup, je pense, à la création. Lonzo leur manque. Ouais. Et puis des trucs dont on a parlé entre nous aussi, le fait que pendant la saison et pendant qu'il y a eu des blessures, on avait beaucoup vu Ayo Dosunmu qui était très bien cette année. Carrément. Là, sur un match comme ça, il joue 8 minutes. C'est un peu triste. Et surtout le fait que Milwaukee n'a pas forcé. Enfin, Yanis a fait son taf, les autres, Middleton il met 11 points, Drew Holiday fait même pas un match fantastique et ils arrivent à gagner en limitant l'adversaire à 86 points. Ouais, 86 points. Ouais. Olivier disait il faut gagner les matchs moches. Tu sais ce qui est ironique, c'est que j'ai l'impression que même le jour où DeRozan, donc ils vont se reprendre, les DeRozan, Vucevic et Lavin, et je sens que même le jour où ils vont être à droit, en fait, les Bucks, ils vont quand même gagner le match juste différemment, quoi. Ils vont le gagner sur un score plus élevé, 123 à 115 ou quelque chose comme ça, mais j'ai peur que la série, ça fasse vraiment pas plus de 5 matchs, quoi. Je pense que ça va faire même là, 5, sweep, hein. Ça peut faire un sweep parce qu'il n'y a même pas la problématique du déplacement parce que c'est à 2 heures. Ouais. 500 bornes. Ils y vont tous avec leur caisse perso comme nous en amateur, tu vois. Donc, avec le coach qui donne l'adresse du gymnase la veille et tout. Le United Center. 2 heures avant le match, les gars. Hein. Donc, ils n'ont même pas ce désavantage de se dire. Enfin, l'avantage du terrain est vraiment est limité, quoi. Il n'y a pas la fatigue du déplacement. Ils sont venus le jour du match, hein, vous avez vu ils ont même pas. Les autres viennent la veille, 2 jours avant. Ils sont venus le jour du match et ils sont rentrés avant le game 2. Ils sont rentrés chez eux, les mecs.
C'est que. Ouais, c'est ça, mais c'est un déplacement en quart, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Non, mais après, bon, bon, il n'y a qu'un match. Hein. La série elle peut être encore longue. Pas sûr que ce soit le cas, mais dans tous les cas, c'est une belle saison pour Chicago. C'est normal aussi. Milwaukee sort Les est champions. champion de titre. Il y a aussi l'expérience de savoir vraiment qui on est à ce moment de la saison. Chicago se découvre encore avec, comme tu le notais, Shai, des joueurs qui reviennent de blessures, Lonzo qui manque aux Bulls, etc. Donc, il y a rien de honteux là-dedans. Non. C'est quand même encourageant pour la suite du côté de Chicago. Mais effectivement, je ne pense pas que cette série sera la plus longue des playoffs cette année. Ouais. Non. Ouais. On peut juste noter que Brook Lopez, au passage, revient de mieux en mieux. Ouais. Que ça, pour les Bucks, Un énorme plus. Ouais. ouais, on parlait Alors, à l'Est, ça va être intéressant, hein, notamment au deuxième tour. Il risque d'y avoir que des mastodontes, mais les Bucks aussi, très, très sérieux candidat au final. Je pense que là, le doublé, on est bien parti aussi, quoi. Ouais, ça va se. C'est ça. Enfin, c'est ce qu'on disait quand on avait fait la petite preview avec Shai. On avait, au bout du compte, convenu pour se dire, avant le réveil des Warriors, là, qu'on voyait bien un repeat de la finale précédente à Milwaukee contre les Suns. À l'Est, personnellement, moi, je suis quand même curieux de savoir ce que fera Miami, même si Boston et Brooklyn peuvent aussi avoir des cartes à faire valoir. Les Sixers, peut-être, j'ai un peu tendance à les sous-estimer. Peut-être, j'ai l'impression qu'il y a quand même des points faibles un peu pénalisants pour Philly. Mais ouais, la suite des playoffs, en tout cas, va être passionnante. D'ailleurs, ça continue dès ce soir. Est-ce qu'il y a, parmi toutes ces séries, on va finir là-dessus peut-être, à titre personnel, quelle est celle que vous avez le plus à cœur de suivre est-ce qu'il y a une série ou deux séries en particulier que vraiment vous dites, bon, bah là, c'est là, il faut que je me mate tous les matchs, je peux en rater aucun. Ouais, je pense que le Memphis-Minnesota, avec l'espèce de petit contentieux qu'il y a, le fait que ce soit des jeunes équipes sur une pente ascendante, ça me plaît bien. J'ai l'impression que ça va être serré, que les matchs seront spectaculaires, un peu ouverts. Après, ouais, je rechignerai sur aucun des Brooklyn-Boston aussi, Ouais. forcément. Les autres me paraissent moins. Bon, c'est bon, Utah-Dallas, mais il faut vraiment que Doncic revienne parce que même si les matchs ne sont pas inintéressants, on a envie de voir les meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Donc, ouais, moi, ce sont celles-là que je préfère, que j'ai envie de suivre de près. Moi, il y avait d'abord Warriors Nuggets, mais je pense que là, ça va. Je sais que j'ai moins à me tourner dessus, mais c'était vraiment la série que j'avais plus envie de regarder. Et du coup, j'ai bien kiffé. Je pense effectivement le Timberwolves Grizzlies, il va vraiment être très intéressant à suivre, surtout si ça reste serré. Et je pense que ça va rester serré. C'est le genre d'équipe qui vont se répondre coup pour coup. Et après, bah voilà. Sinon, moi, je vais être sur Nets Celtics. Je pense le Nets Celtics m'intrigue bien en fait. Les Nets m'intriguent dans tous les sens du terme. Non, bah, Être... je partage votre avis. C'est vrai que le Memphis Minnesota, il y a un petit côté playoff de MMA avec. Faut aimer la violence hein, pour suivre cette série, mais ceux qui aiment bien la violence, je pense que ça va être passionnant jusqu'au bout en tout cas. Bah, les Yes. gars, je vous remercie en tout cas pour ce nouveau podcast. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous ne l'avez toujours pas ou si vous ne l'avez pas encore, plutôt, allez vous choper un exemplaire du dernier MOOC Rivers spécial 2003. Comme vous savez, ce ne sont que des éditions limitées. Donc, une fois que c'est parti, il n'y en a plus. D'ailleurs, nos 5 premiers numéros sont totalement épuisés à présent. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Ciao!